suis persuadé que l'IA là, va être une vraie révolution, elle va transformer vraiment en profondeur le service client. En fait, en service client, et moi dans mes expériences de service client d'avant, on était obnubilé par comment je réduis les contacts et comment je réduis les coûts et comment en fait je parle le moins possible à mes clients. Et de l'autre côté, on voit les copains du marketing qui eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent parler, ils veulent engager les clients. Et on se dit mais en fait c'est quand même, on est assis au codir en même temps, en même place, on est à côté, on fait vraiment l'opposé. Mais ça va à des gains de productivité de 10 à 50%. Les LLM ont du mal à ne pas répondre. Moi je compare ça souvent à un collégien ou un lycéen en contrôle, il y a une question il ne sait pas répondre, il va tenter. C'est jamais, on peut peut-être choper un point là-dessus, il va tenter. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Time. On a l'honneur de recevoir Nicolas Pellissier, merci Nicolas. C'est Louis. CEO de Clark, transformer le service client, support client grâce à l'IA générative. Donc le gros sujet du podcast, ça va être de parler de support client, service client. C'est un sujet qui est assez classique sur l'IA générative, puisque très tôt, il y a eu des cas d'utilisation concrets, notamment, je pense à Klarna qui avait partagé des avancées assez impressionnantes sur le service client avec des économies, une réduction de coûts assez importante et pas mal de personnes qui ont aussi été impactées par ce changement. Et aussi une étude McKinsey qui montrait que le support client, c'était un des domaines qui était le plus impacté. On va revenir sur des cas concrets, sur ce que vous faites, sur le service client en général avec l'IA. Mais tout d'abord, toi, comment tu vois l'avenir du service client avec l'IA générative? Merci Louis pour l'accueil, c'est une très bonne question. Je pense que si on prend un peu de recul, l'IA, moi dans mon opinion, ça va être une révolution à la mesure qu'a été le téléphone dans les années 60 pour le service client, ou encore l'email et l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Dans les années 2000, on a commencé à avoir l'email, on a commencé aussi à avoir l'externalisation, la prestation, et on a pu passer les services clients à l'échelle. Donc on a pu les passer en offshore, on a pu les considérer le centre d'appel comme un centre de coût et du coup réfléchir à comment je vais pouvoir scale, mais en fait, vision du coût, quoi. Comment je vais pouvoir faire de la productivité, mettre des personnes en offshore pour que ça me coûte moins cher et générer une quantité de contacts énorme. Ça avait pas mal d'avantages côté entreprise, donc déjà le coût au contact a baissé, mais ça a permis aussi aux entreprises de grandir, de scaler, de pouvoir faire des montées en charge très fortes. Par exemple, les e-commerçants à Noël vont faire des montées en charge et des recrutements beaucoup plus forts que s'ils avaient leur centre en interne et vont pouvoir gérer via l'email du flux froid en fait, du flux asynchrone qu'on va pouvoir un peu lisser dans le temps et générer ça un peu comme un flux logistique. Mais la contrepartie de ça, en fait, pour nous consommateurs, c'est que en fait, les agents sont arrivés dans une logique très productiviste, très routinière, à générer des cas très simples en fait, de relations clients. Ce qui a fait que finalement, les agents humains, on les a un peu transformés en machines. C'est-à-dire à répéter 100 fois le même ticket, 100 fois à répondre où en est mon colis, on perd un peu l'intelligence et on perd le côté humain, adaptatif et créatif parce qu'on applique juste un process. Et je pense que c'est là où l'IA va pouvoir apporter une révolution énorme dans le service client, c'est qu'on va pouvoir enfin reprendre cette productivité et la donner à la machine, donc reprendre un peu le côté machinal qu'on a créé chez les humains et redonner à l'humain le caractère humain. Ça va faire qu'on va avoir, nous, en tant que consommateurs, contrairement à aujourd'hui, si jamais on ne rentre pas dans les cases d'un process et qu'on parle à un agent qui est routinier, qui est devenu machinal, on ne rentre pas dans un process, on l'a tous connu, c'est l'enfer, ça va être le ping-pong, on va être transféré de service en service, on ne va pas avoir de réponse à une solution qui est potentiellement facile et simple. Là, grâce à l'IA, nos questions simples, elles vont être traitées très rapidement, H24, à n'importe quel moment de la journée. Et en plus, les questions compliquées, on va pouvoir avoir un peu le contrat de confiance à la Darty. On va pouvoir enfin avoir quelqu'un d'humain qui va nous aider, qui va avoir de l'empathie, qui va nous écouter, qui va prendre le temps et qui va pouvoir faire preuve de créativité humaine, d'adaptabilité, contrairement à ce que la machine peut faire. Et vraiment, moi, c'est ce que je pense, c'est que l'IA va être une révolution vraiment majeure dans le service client. Et on va pouvoir avoir, si on joue bien le jeu, une hybridité entre machine et humain. Ok, ouais, intéressant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont considéré le support comme pas un élément central de différenciation aussi dans l'expérience client, pour accompagner les utilisateurs et qui le considèrent comme un centre de coût intéressant. Vous, du coup, chez Clark, on l'a dit, vous permettez d'améliorer le service client grâce à l'IA générative. Vous parlez concrètement de 50% de réduction de temps pour traiter un ticket. D'améliorer aussi la satisfaction client avec plus de 10 points, je crois. Donc, il y a une combinaison à la fois de gain de temps et d'amélioration de la qualité du ticket. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus, nous expliquer concrètement ce que vous proposez, comment ça fonctionne? Ouais.
Très bonne question. Notre mission chez Clark, c'est de réinventer un peu la façon dont les entreprises vont prendre soin de leurs clients. Alors, c'est mieux dit en anglais parce que c'est to care, customers, donc c'est vraiment le customer care, et revenir un peu au sens étymologique du mot, prendre soin de nos clients. Et pour faire ça, Clark, notre solution, elle permet donc aux humains de passer plus de temps sur les cas compliqués parce que Clark va répondre aux cas simples. Ok. Pour le faire, nous, on a développé une solution donc, basée sur l'IA, et notamment IA générative, où on est devenu des spécialistes de l'écrit. Donc, on va très bien gérer les canaux d'email et les canaux du chat. Sur l'email, par exemple, l'exemple concret de notre premier produit, c'est un produit de copilote. C'est-à-dire qu'on va assister les agents sur la rédaction. Et du coup, ce qu'on aime bien dire comme motto, c'est que les agents vont enfin pouvoir se focaliser sur la solution et non la rédaction. Donc, on va les aider à rédiger en leur proposant des pré-réponses pré-remplies d'email, et on va aussi les aider à traduire, par exemple. Si jamais ils veulent parler avec un Italien et je suis un Français, je peux traiter un Italien sans problème. De l'autre côté, on a réutilisé ces technologies-là, on les réutilise et on les a réutilisées pour les mettre face consommateur. C'est-à-dire qu'on a développé un Clarkbot, un chatbot, qui va permettre, pareil, grâce à l'IA générative, de gérer les questions des consommateurs. Et ça va être de l'IA générative, donc ça va être vraiment une conversation. Ça va pas être un arbre de décision comme on connaît. Ouais. Toutes les frustrations qu'on a pu avoir, il faut cliquer sur les boutons. En fait, soit mon bouton n'existe pas, soit j'ai envie de cliquer sur 3 boutons, lequel je clique, je peux pas le droit de cliquer sur plusieurs boutons. Là, c'est vraiment une conversation. Je rentre, bonjour, comment ça va, comment je peux vous aider, des choses assez classiques en relation client, et on va apporter une solution de réponse. Et si on n'a pas la réponse, contrairement aussi à tous les chatbots où on tourne en rond, on essaie de parler, et on dit souvent je veux parler à un humain, c'est une question qui arrive très facile, très vite en fait dans les chats d'arbres à propos des décisions. Nous, on va parler, on rentre dans cette discussion, et si jamais en fait, on se rend compte que le consommateur dit je veux parler à un humain, ou dit en fait, j'ai pas la réponse à ma question, plusieurs fois, nous, on va tout de suite débrayer et on va enchaîner vers un humain. Et donc, on a vraiment cette notion d'hybridité humain-machine qui est vraiment présente autour de Clark. Ok. C'est marrant parce que tu parlais des chatbots, c'est vrai que nous a un peu déjà fait le coup de dire que le support client allait être révolutionné par une techno. C'était il y a pas mal d'années des chatbots. Mais en fait, on était hyper frustrés puisque c'était un arbre de décision où il fallait déjà dessiner toute l'arborescence, donc hyper déterministe. Il fallait après soit cliquer sur des boutons. Et c'est vrai qu'à la fin, tout le monde, côté utilisateur, expérience utilisateur, on n'avait qu'une envie, c'était de cliquer le plus loin possible pour arriver à l'étape de je veux parler à un humain. Pour revenir sur ce que vous avez proposé, donc au début, votre approche a été d'utiliser l'IA générative sur la forme et de laisser à l'opérateur le fond, la maîtrise du fond, et de plus en plus d'aller sur un système où l'IA arrive à gérer les supports, on va dire, de niveau 1, sur le fond et la forme, avant de basculer sur un humain. Exactement. En fait, on a un rempart et on va vraiment, c'est ça notre promesse, c'est vraiment de traiter les cas simples, les cas faciles, pour pouvoir décharger un peu cette routine que les agents humains peuvent avoir et être fatigués, et devenir un peu machine finalement à la fin, donc un peu paradoxal. Donc c'est vraiment le cœur de la mission et le cœur de notre volonté, de notre entreprise. Mais au-delà de tout ça, on a créé Clark autour de plusieurs valeurs produits assez fortes. Une des premières, ça va être le côté plug and play, tu vois, typiquement qui va être en opposition avec les arbres de décision. C'est-à-dire que en fait, on n'a pas envie que les décideurs qui prennent Clark et qui choisissent Clark, donc les directeurs de la relation client, aient une charge de projet trop forte pour installer un outil. Il y a pléthore d'outils, ils sont sollicités tout le temps, tous les jours. Et choisir un outil et puis se dire, je vais partir pour 1, 3, 6 mois de projet avant de pouvoir tester et voir qu'est-ce qui se passe, c'est horrible pour eux. On va rentrer dans un sales cycle trop long. Enfin, c'est vraiment pas du tout idéal. Et du coup, pour contrer ça, on a vraiment construit un produit plug and play. Et comment on fait ça ? C'est-à-dire que en fait, nous, on arrive, on s'installe dans des CRM, comme un Zendesk, comme un Salesforce, donc des outils de ticketing, des outils de gestion de relations clients. Et la première chose qu'on va faire quand on s'installe, c'est une application, donc c'est un store, donc on va dans le store, tu l'installes, t'es juste admin Salesforce, tu peux l'installer. Et une fois qu'on l'a installé, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va crawler toute la donnée qui est présente dans Salesforce, la donnée des conversations en fait. Okay. On va récupérer entre 6 mois à 1 an d'historique, et grâce à ça, en fait, on refait une base de connaissances énorme pour nos clients, donc ça va être des centaines de milliers, voire des millions de tickets, et on va, avec notre knowledge scoring qu'on a développé en interne, on va scorer justement cette connaissance et se dire, quelle est la bonne connaissance, quelles sont les bonnes procédures que je vois dans la masse des agents. Et on va appliquer 2 choses, on va en gros privilégier de la connaissance qui est récente et récurrente pour qu'à chaque nouvelle question qui arrive, on puisse l'apporter. Et ça, c'est hyper intéressant pour un décideur et pour nos clients, c'est que ça permet de rien paramétrer. Je n'ai pas besoin d'aller collecter toute la connaissance à droite, à gauche, qui peut être dans mes drives, qui peut être dans mes notions, qui peut être dans mes PowerPoint, qui peut être un peu partout et qu'en plus c'est périmé. Là, j'ai la certitude d'avoir une connaissance exhaustive
et en plus à date, à jour. Ouais, à jour. Ouais. Ok. Et concrètement, est-ce que tu as des exemples un peu à nous partager, des retours d'expérience à la fois sur des entreprises que vous accompagnez, un peu les chiffres, le pourcentage de solutions que l'IA est capable d'atteindre, sur le coût aussi de résolution d'un ticket, un peu les limites, parce que forcément, on sait que l'IA ne peut pas tout faire, jusqu'où elle peut aller. C'est intéressant de comprendre, enfin de cerner pour n'importe qui les limites, de se dire, ok, ça c'est un truc qui est vraiment bien géré, je peux faire confiance à l'IA, et là ça va être... c'est trop risqué, je préfère le mettre côté humain. Bonne question. Du coup, nous, notre modèle, comme il va traiter de la connaissance et de la data, plus il y a de données, mieux c'est, plus on va être bon. Et donc, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que nos clients, il faut qu'ils aient au moins 2000 contacts par mois, ce qui est beaucoup et pas énorme en même temps. Mais dès qu'il y a un peu de volume, c'est quelque chose qu'on va pouvoir... On va pouvoir apprendre en fait, on va pouvoir apprendre de la donnée. From scratch, c'est compliqué parce que là, du coup, on va devoir aller chercher toutes les notions, tous les trucs. Donc là, on devient moins plug and play. Mais une fois qu'on a toute cette quantité de données, ce qui est intéressant, c'est que dès Day One, en fait, on est bon parce qu'en fait, on a déjà toute la connaissance. Moi, je m'amuse à dire que nos agents, en fait, Clark, c'est comme un agent qui vient d'arriver dans la boîte, sauf qu'il s'inspire de tous les autres agents et il copie ce que font les autres agents. Donc, en fait, il arrive à monter un niveau de qualité très bon par rapport aux autres agents. Et les taux d'utilisation que nous, on constate sur des cas simples comme ça, c'est aux alentours de 40 à 50%. C'est-à-dire que nous, dès le premier jour, on va générer des brouillons de réponses qui seront accessibles aux agents. Et les agents vont pouvoir les choisir, les modifier ou alors les refuser complètement. Et du coup, nous, on regarde ceux qui sont utilisés de manière significative, là où on a vraiment aidé à la rédaction. Et les stats qu'on voit, c'est qu'entre 40 et 50%, ça va dépendre de la maturité des clients, mais entre 40 à 50% des cas, la suggestion de Clark qui a été proposée a été utilisée. Donc on a des gains de productivité qui sont forts dès Day One. Ça va de... Pareil, ça dépend un peu de la complexité, de la part de tickets compliqués à simples, mais ça va à des gains de productivité de 10 à 50%. Et pareil, en termes de satisfaction client, en fait, on va permettre de créer de l'harmonisation, d'enlever les fautes d'orthographe, bien évidemment, d'avoir des phrases qui sont plutôt bien construites. Ouais. Et ça permet aussi d'élever la satisfaction client. Je pense qu'elle vient de deux choses. Elle vient à la fois de la forme et du fond de la réponse, qui est plus qualitative, qui est mieux écrite et qui est plus compréhensible par un consommateur. Donc ça va aider la satisfaction. Et en plus, la rapidité, parce que du coup, grâce à Clark, ils vont pouvoir répondre plus vite. Et du coup, quand on envoie, mine de rien, quand on est un consommateur en relation client, quand on envoie une question simple, on s'attend à une réponse simple et plutôt rapide, parce qu'on ne comprend pas que l'effort soit trop long. Ouais. Donc ça aide beaucoup à la satisfaction, et c'est là où on voit nos plus de 10 points de satisfaction. Et après, pour répondre à ta question, c'est quoi la limite ? Pour l'instant, la limite, c'est comment j'intègre des données. Nous, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, on commence à y arriver notamment sur les données de livraison, mais comment j'inclus de la donnée qui est dynamique par rapport au contact. Parce qu'en fait, chaque contact est personnel, chaque contact dépend d'une situation. C'est assez rarement, c'est quoi votre procédure de retour ? On pose rarement cette question. Alors, c'est plutôt, là, j'ai eu un problème avec mon produit, j'ai envie de le retourner. Est-ce que je suis dans mon délai de rétractation ? Et donc là, il y a déjà une donnée dynamique qui va être le délai, depuis quand j'ai été livré, est-ce que je suis dans les 14 jours de rétractation et toutes ces choses-là. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est un peu la limite pour l'instant de les IA, c'est comment j'aide mon IA à lui donner du contexte dynamique en fonction de la question. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une question, qu'on se rende compte qu'on a besoin du délai de livraison, de quand est-ce que ça a été livré, après, elle a demandé la livraison et ensuite répondre en fonction de cet élément dynamique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Nous, on commence à y arriver, notamment avec les délais de livraison. Donc je pense que cette limite, elle va vite être atteinte. La limite juste après, je pense que c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon, c'est tout ce qui est next best action. Tu vois, c'est j'ai une question. Du coup, là j'ai un bon de retour. Par exemple, je suis toujours dans le cadre du retour. C'est bon, vous êtes bien dans la période de garantie de rétractation. Vous pouvez renvoyer votre produit et voici le bon de retour. Et du coup, voici le bon de retour. Ça, c'est quelque chose que l'IA ne sait pas encore faire maintenant. C'est qu'il faut le générer, il faut aller dans le système, générer, appuyer sur un bouton dans un système pour pouvoir générer justement cette fameuse next best action. Donc ça commence aussi. C'est aussi des limites qu'il y a aujourd'hui avec l'IA parce que il faut vraiment la transformer en acteur plutôt que juste en répondeur. Donc là, nous, vraiment, on est sur la rédaction pour le moment et un jour, on ira à l'action. Ok. Sur tous les tickets où il est nécessaire de récupérer des informations du client pour lui apporter une réponse, où c'est personnalisé, un peu délicat pour l'instant. Exactement. Nous, nos clients sont souvent e-commerce, donc nous, on arrive à nous brancher à des intégrateurs de livraison comme des ShipHub, des Parcel Lab où on va récupérer des informations de livraison. Par exemple, Louis, je sais que tu as commandé tel produit chez tel client et je vois que ton colis, il a un tel état de livraison. Donc ça, j'arrive à avoir cette information-là que je donne au modèle d'IA et du coup, en fonction
de cette information, je sais adapter ma réponse. Donc ça, c'est des choses que je fais, qu'on sait faire, mais par exemple, on pourrait penser sur, j'ai mon compte est désactivé sur un site de jeu, par exemple, mon compte est désactivé, là, j'aurais besoin de savoir pourquoi ça a été désactivé, quand est-ce Ouais. que tu as été désactivé, est-ce que tu as vraiment été désactivé ou est-ce que tu es en train de te tromper d'adresse mail, des choses comme ça qui vont être un peu plus techniques et un peu plus larges, donc va falloir arriver à gérer la diversité de la data Ouais. et de se spécialiser par rapport aux clients. Et là, on sort un peu du côté plug and play. Donc, nous, ça, c'est vraiment une nouvelle produit très forte. Donc, on essaye de voir à comment on peut rendre intelligentes nos intelligences artificielles, justement, pour aller demander la bonne info au bon endroit de façon scalable. Ouais. Jusqu'où aller déjà sur ces premiers tickets en fait, où vous êtes particulièrement bon pour la partie rédactionnelle, ce qui occupe déjà une partie non négligeable du temps, j'imagine, d'un service client. J'imagine la difficulté en fonction de la demande, de savoir où aller chercher, parce que parfois l'information n'est pas disponible que sur le CRM, il faut aller taper sur notre base. Exactement. Donc c'est plus compliqué. Là, tu n'as pas forcément partagé de cas concrets d'un client. Est-ce que tu as des clients qui viennent en tête tu parlais du secteur de l'e-commerce. Du coup, dans l'e-commerce, nous, on a un client qui s'appelle Bash, qui fait du textile. Ouais. Avec qui on travaille avec ShipUp pour pouvoir gérer la donnée colis. Par exemple, si j'ai un problème de livraison, je vais pouvoir répondre de bons process parce que je connais l'état du colis. Donc ça, c'est des clients avec qui ça marche bien. Après, on a un qui s'appelle Click and Boat qui fait de la location de bateaux. Ouais. Où là, on a les deux produits avec eux. On a à la fois le copilote et à la fois le chat. Et du coup, on est en chat en direct avec les consommateurs où on va pouvoir justement dévoyer une partie du flux, une autre partie de l'escalader, mais de manière qualifiée à un humain quand on ne sait pas, parce qu'on va pouvoir envoyer un extract de la conversation à l'agent, ce qui va permettre d'être plus rapide pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà quelqu'un qui a commencé à répondre, qui est l'IA justement, qui a commencé à répondre à un client et qui a commencé à orienter le client vers des éléments de réponse ou au moins à collecter, à qualifier le contact, Ouais. à collecter des problèmes, à pu creuser le détail. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour l'humain après derrière de prendre la relève. Quand tu sais qu'on se base directement sur des cas concrets, on se rend compte aussi de les données en entrée qu'on peut avoir, qui sont, et ça l'IA c'est très bien géré, des données non structurées où il faut après identifier la bonne information, potentiellement du coup poser des questions pour récupérer d'autres informations, faire de l'enrichissement sur le prospect, c'est ok. Donc ça c'est un cas classique que vous gérez bien. C'est un cas classique en fait qu'on gère bien dans le cas du chatbot justement où comme on est toujours en hybridité, on conçoit tout de suite l'escalade à l'humain et cette escalade on l'a conçue justement pour apporter les meilleures informations possibles à l'agent. Donc c'est quoi le résumé du problème, qu'est-ce que la machine a dit avec le client et on essaie de poser des questions de découverte. On essaie de résoudre surtout, mais on essaie de poser des questions de découverte dans le cas où on n'a pas pu résoudre. Et ça fait que en fait on a beaucoup plus d'éléments de réponse, on n'a pas besoin. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand on envoie une question, on pose une question et en fait la première réponse qu'on fait c'est quoi votre numéro de commande par exemple. On fait bah ouais mais c'est sympa mais du coup t'as pas du tout répondu à mes questions donc j'ai déjà pris un jour d'attente avant de recevoir mon mail. C'est quoi votre numéro de commande? Si je dois entendre encore un jour après mon numéro de commande, ça crée beaucoup de frustration, ça crée justement ce fameux ping-pong et tout ça. Ouais. Donc ça permet d'être beaucoup plus efficace et d'apporter une vraie valeur à l'agent qui va pouvoir apporter vraiment sa réponse plutôt que de demander quel est le numéro de commande pardon. Ok. Tu as partagé quelques chiffres, des cas concrets. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que on se rend compte de la puissance de l'outil et même de l'impact de l'IA générative sur le service client. Ce qu'on a envie de faire après, c'est jusqu'où on peut aller. Comment tu vois cette partie d'itération pour aller encore plus loin dans la réponse des tickets? Comment vous gérez ça en interne et comment travailler aussi avec le client, j'imagine, peut-être, pour améliorer la solution? Ouais, c'est vrai que l'IA et le service client, c'est un problème très compliqué, très large. Et mon associé aime bien dire, j'aime bien découper ce grand problème en plein de suites de petits problèmes. Et c'est un peu comme ça, c'est qu'on va essayer d'itérer, on va essayer d'identifier des petits cas, Ouais. des cas simples. Par exemple, je te parlais justement de la livraison et nous, ce qu'on appelle la donnée tierce. On s'est dit, un jour, il va falloir le faire. Comment on commence? On essaie de prendre un cas d'usage qui arrive souvent et qui est plutôt globalement simple, parce qu'en fait la livraison c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris qu'un colis arrivait d'un point A à un point B, qu'il y avait certains statuts, tout le monde a été livré d'un colis, donc on sait à quoi ça ressemble et donc on va itérer et on va trouver des moyens pragmatiques de pouvoir tester avec nos clients main dans la main pour nous assurer que les algos marchent, parce qu'en fait il y a un côté un peu magique dans les IA aujourd'hui et parfois on lui pousse A, on attend B et en fait l'output est pas vraiment B quoi. Et parfois est B mais dans 10% des cas ça va être C.
donc c'est toujours un peu... on a des intuitions, mais c'est toujours important de mesurer, de tester, d'y aller petit à petit, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours fait chez Clark. On a commencé avec les questions très simples. Après, on a commencé à aller un peu plus loin. On s'est dit, on va prendre tous les tickets, tous les échanges et on va copier les autres agents d'avant. Est-ce qu'on renforce? Comment on renforce? Tu vois, comment on fait? Sorte parce qu'on est plug and play, mais il faut aussi que la maintenance soit proche de zéro. Bref, en fait, on a toujours identifié des pistes de progrès. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a un client qui est capable, qui a envie de travailler avec nous sur ce sujet-là pour commencer à itérer, voir comment ça se passe et en fonction des résultats, du coup, délivrer le même produit pour tout le monde, pour tous nos clients. Ouais. Mais ce retour d'expérience, je pense qu'il est très enrichissant parce que c'est vrai que pour une personne qui souhaite utiliser l'IA dans le service client, peu importe la solution, on a vite tendance à vouloir tout faire, enfin à vouloir trop en faire. Et parfois, si on fait cette erreur-là, on peut être frustré des résultats. On perd confiance dans la techno et de se dire, bon, c'est peut-être pas maintenant que la techno elle est prête, je vais y revenir dans 6 mois, dans 1 an. Alors que faire ce travail, c'est vrai, de petits pas pour y aller progressivement tout en s'assurant une bonne expérience côté utilisateur, il est super important. Et parce que de manière où il sera nécessaire, même si on y retourne dans 6 mois ou 1 an, en fait, ce travail de base, c'est le socle du service client après. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, il y a beaucoup de fantasmes parce que tu vois, ChatGPT, tout le monde a un peu utilisé. Tout le monde a des sensations, des intuitions de qu'est-ce qui va pouvoir marcher. Tout le monde a aussi des intuitions et des sensations de c'est quoi mon service client, comment ça fonctionne. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est que tous les services clients disent moi c'est très compliqué, mon métier est plus compliqué que les autres, c'est très compliqué, on a des B2B. Donc en fait on a tout le temps un peu des biais dans les deux sens. À la fois on se dit que l'IA est magique, mais on se dit que ça va pouvoir traiter que les cas simples. On se dit moi en fait j'ai pas beaucoup de cas simples. Donc on a du mal à se lancer. Et nous en fait ce qu'on voit c'est que les clients qui lâchent un peu prise et qui essayent, en fait on découvre plein de choses. C'est-à-dire qu'on découvre que peut-être on pensait qu'on avait que 5% de cas simples, en fait on a plus que 30%. On se rend compte qu'il y a des cas compliqués qu'on pensait que l'IA ne pourrait pas gérer, en fait il y arrive. Parce que en fait il y a beaucoup de connaissances dans la base de connaissances qu'on a créées et en fait l'IA arrive bien à séparer parce que les process sont assez discrets, enfin bien séparés les uns les autres et donc du coup l'IA arrive très bien à faire son petit bout de chemin et du coup, ce qu'on constate, c'est que ceux qui lâchent prise et qui essayent et qui disent attendez, on ouvre le capot, on y va, on essaye, on regarde ce qui se passe, c'est avec eux qu'on fait le plus de progrès. C'est avec eux qu'on fait le plus de progrès parce qu'on a plus de découvertes, on a des surprises, des bonnes surprises. On a aussi des moins bonnes surprises. On se dit attends, c'est bizarre, ça c'est vraiment très simple, pourquoi on n'y arrive pas? Et après, on peut commencer à itérer, à avancer et à progresser. Et je pense, je dis souvent, c'est que souvent on me pose la question comment on commence avec l'IA, quand on part et tout ça. Et en fait, déjà rien de se dire je veux commencer, je veux essayer, j'essaie d'une solution, c'est déjà le bon réflexe parce que en fait on peut pas se rendre, on peut pas se rendre compte de quelque chose tant qu'on l'a pas essayé, tant qu'on l'a pas mesuré. Tu vois, on progresse que sur ce qu'on mesure. Ouais. C'est pareil. Installe une solution d'IA, regarde ce qui se passe et apprends de ce qui se passe. Donc ça c'est vraiment un des conseils qu'on donne. Ouais. Ok, ouais. Donc itérer, monitorer, donc mesurer un maximum et analyser et continuer d'expérimenter avec cette loupe. Et récupérer, ce qui est une vraie clé aussi en service client, c'est vraiment aller voir le terrain. Parce que c'est vraiment un métier de terrain. Moi, je compare souvent le service client à la logistique. C'est un métier de flux, en fait, de flux, sauf que la logistique, c'est des cartons, ça bouge pas, c'est toujours pareil. En service client, c'est des humains. Un humain va jamais répondre la même chose, que ce soit toi ou moi, on répond jamais la même chose à la même question. Donc, c'est hyper malléable et donc il faut comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain, aller voir en disant qu'est-ce que vous en pensez, vous les agents, est-ce que ça vous fait gagner du temps, est-ce que là c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et ça, c'est aussi hyper instructif. Ok. C'est vrai qu'on a et toi particulièrement, tu as parlé de base de connaissances, on n'a pas trop expliqué le principe, mais on rassemble du coup ce que tu disais, toutes les questions-réponses, questions utilisateurs, réponses du service client dans un document qui va être découpé et on va faire une recherche ensuite quand on reçoit la question d'utilisateur sur ce qui pourrait apporter du contexte au modèle et on va booster le modèle comme ça pour qu'il puisse mieux répondre. Exactement. Nous, chez Clark, on a fait une solution qui s'appelle le RAG. En fait, on fait uniquement du RAG. Donc, du coup, on travaille sur une base de connaissances et cette connaissance, on la fournit à des modèles LLM, des modèles d'IA, pour pouvoir générer une suggestion de réponse. Et on a fait le postulat assez tôt que la connaissance serait centrale, qu'il fallait faire du RAG et contraindre un peu ces modèles d'IA dans un modèle fini de connaissance de nos clients. Et on s'est rendu compte aussi que plus la connaissance était vaste et plus la connaissance était proche
de ce que les agents faisaient, mieux c'était. Et c'est pour ça qu'on est allé vite dans le postulat. On s'est dit, mais en fait, la connaissance, elle est déjà au milieu des yeux des gens. En fait, elle est dans leur CRM, dans leur outil de contact, en fait. Au début, on prenait les FAQ, les FAQ en ligne et tout ça. Et en fait, c'est assez peu profond. Enfin, c'est un rapport de 1 pour 1000, je dirais, en termes de documents entre une FAQ et toutes les conversations. Et la chance de la conversation, c'est qu'elles sont exhaustives, parce qu'on a tous les cas de figure, en fait. Même ceux qu'on n'a pas imaginés quand on a écrit la FAQ, en fait, elles sont dans les conversations. C'est exhaustif. Et en plus, ce qui est assez c'est à jour aussi, parce que du coup, les dates, si elles ont dû changer, elles sont à jour. Et ce qui est aussi assez marrant, c'est que dans les conversations, il y a aussi une connaissance qui n'est pas dans les FAQ, c'est la forme, c'est le ton de voix. C'est-à-dire qu'on donne deux choses, en fait. On donne à la fois la connaissance, voici le procédure, voici ce qu'on a répondu, mais on dit voici aussi comment le client répond. Le style rédactionnel. Donc le style rédactionnel. Donc on va répéter les mêmes mots, on va répéter le même jargon, s'il y a des emojis, s'il exactement, y a des... Exactement. Donc c'est des choses qu'on va vraiment répliquer. Et ça a vraiment été un espèce de aha moment chez Clark, ou une révélation. On se dit, voilà, en fait, on va tout baser sur la connaissance brute, et c'est ça qu'on va scorer, c'est là-dessus qu'on va progresser, c'est ça qu'on va segmenter, c'est ça qu'on va alimenter avec justement les données qu'on appelle tierces pour dire, voilà, là c'est une connaissance qui est liée à un colis livré, par exemple. Donc c'est vraiment le cœur du réacteur de notre système de RAG derrière. Et après, sur tout ce qui est génération de suggestions de réponse, là, nous, moi j'aime bien dire qu'on a un peu taylorisé la chaîne de production de la suggestion de réponse. On va avoir un modèle large, comme un 4O ou un Mistral large, qui va comprendre la connaissance, qui est un peu le professeur qui dit ok, c'est celle-là la bonne connaissance que je veux réutiliser de la base de connaissances. Voici la réponse qu'on va apporter en fait dans le fond. Et après, on a plein de petits modèles plus petits, des 3.5 ou d'autres petits modèles comme ça, qui vont raffiner la suggestion, qui vont peut-être l'appliquer à la bonne connaissance, parce que 4O a été paresseux et a fait une réponse en anglais à un client français, ça n'a pas marché, donc il y a un 3.5 qui va le retraduire. On va enlever les fautes d'orthographe, on va ajouter peut-être du style. Si ça se trouve, il y a des clients qui veulent signer avec une certaine signature, donc on va changer ça. D'ailleurs, petit aparté, là on parlait de base de connaissances, et c'est vrai qu'il y a un sujet pour beaucoup d'entreprises, c'est comment créer cette base de connaissances. Moi je sais qu'il y a un outil que je peux parfois utiliser qui s'appelle Firecrawl, je ne sais pas si ça te parle. Mais qui permet justement de crawler son site web et de récupérer en fait plein d'informations. C'est déjà structuré, ça fonctionne par API, en format Markdown ou en format JSON, mais ça permet de récupérer ses articles de blog, ses FAQ. Mais c'est vrai que le plus puissant, et tu l'as dit, pour à la fois respecter le fond, le style rédactionnel, l'update, la mise à jour des informations, c'est de récupérer, d'exporter. Pour ceux qui échangent par mail, il est possible d'exporter, je sais sur Gmail en tout cas, tous les tickets, les catégoriser. Sur des CRM par Salesforce ou HubSpot, en tout cas par API, il est possible d'exporter. Il y a une question qui me vient, c'est je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le sujet du support client et de l'IA. Intercom notamment, il parlait il partageait le fait qu'il y avait 60-70% des requêtes clients qui pouvaient être répondues en instantané avec leur bot, qui sont passés d'un traitement de 0,2 secondes avec avant 45 secondes par un humain. Sur toutes ces solutions, ou même des solutions maison une entreprise pourrait faire, comment vous arrivez à vous différencier? C'est quoi aussi ton point de vue là-dessus pour une personne qui devrait choisir entre les solutions existantes qui sont bien étoffées comme Intercom et qui vont ajouter une fonctionnalité IA, des solutions qui sont développées directement avec l'arrivée de l'IA générative comme Clark, ou des solutions maison où on va essayer de reproduire ce que vous avez pu faire, vous, en interne? C'est une bonne question. On s'est posé ces questions-là quand on a commencé à créer le produit. On a fait un peu le travail de start-up de définir un peu quelles étaient nos valeurs produits. Et on a décidé de construire Clark autour de 3 valeurs produits fortes. Donc, je te parlais du plug and play. C'est-à-dire que pas de maintenance, pas de setup, pas de charge mentale côté projet pour les décideurs. L'autre point, c'était on veut aussi que tout ce qui est charge mentale financière, tout ce qui est ROI, parce qu'en fait, tous les outils proposent un ROI. Ils disent, c'est bon, installe l'IA parce que le ROI va être là, donc c'est un no-brainer, il faut que tu payes. En fait, c'est pas vraiment vrai. Quand tu es un directeur de relation client, tu vas toujours voir ton CFO, ton DG en disant je dois justifier mon coût, pourquoi, quels sont les gains. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le pricing devait être la preuve du ROI. Et pour faire ça, en fait, on s'est dit on va facturer uniquement au succès. Donc, c'est-à-dire que nous, on facture uniquement quand on répond aux clients dans le chat.
Donc si on résout le problème du client, c'est bon, on facture. C'est combien d'ailleurs Et on facture 50 centimes, tu vois. Ok. Et c'est 2 fois moins cher que certains des concurrents, comme d'un carte intercom par exemple. Et de l'autre côté agent, pareil, c'est 50 centimes aussi. Après, ça peut être en dégressif en fonction des volumes, mais 50 centimes si jamais l'agent utilise notre proposition de réponse. Ok. Ça fait que si jamais ils ne nous utilisent pas, nous on est perdant et ça marche pas, on facture pas. Mais s'ils nous utilisent, ils gagnent du temps et du coup on facture et du coup tout le monde est content. C'est vraiment du win-win. Donc ça c'est un premier avantage de leur dire que en fait quand tu signes, tu as un ROI immédiat et garanti parce que de toute façon tu paieras que quand ça marche. Ouais, super Donc intéressant. ça rassure vachement. Et même dans le futur, ça permet de créer des partenariats un peu long terme. C'est-à-dire que nous on est obnubilé par nos taux de succès. On regarde ça toutes les heures et on essaie de s'améliorer toutes les heures. Et en fait, comme on s'améliore toutes les heures, on facture plus, mais aussi les agents gagnent plus de temps. Donc c'est vraiment quelque chose, on oriente la roadmap vers le succès de nos clients au final à la fin. Donc ça, c'est vraiment un alignement des planètes à l'instant T, mais aussi sur le long terme. Et ça, c'est vraiment une force qu'on a et que nos concurrents n'ont pas encore déployé, notamment avec le côté plug and play de la connaissance. Et juste sur je me permets de te couper sur les parties taux de succès. Est-ce que tu as des chiffres que tu peux nous partager pour quelques clients sur ce taux de succès que vous suivez, que vous connaissez? Ouais, alors le taux de succès sur le mail, c'est entre 40 et 50%. Ça va dépendre de la maturité du client et du niveau de complexité et des questions de niveau. C'est énorme. C'est déjà énorme. On n'a pas commencé à ce niveau-là, mais on a progressé petit à petit. Mais ouais, c'est significatif, ça c'est clair. Alors après, c'est significatif, mais moi j'aime bien voir c'est un peu côté français, mais voir le verre à moitié vide. C'est que, en fait, pour un agent, c'est significatif, mais ça veut quand même dire que plus d'une fois sur deux, on n'est pas bon. Oui. Donc en fait, quand les gens ils traitent beaucoup de tickets, si tu te mets à leur place, c'est-à-dire que plus d'une fois sur deux, ils se disent Clark est à côté. Donc on a un vrai sujet de gestion du changement, de comment on les aide. Nous, on réfléchit à comment ne pas afficher de suggestions quand on n'est pas bon pour pouvoir les aider à être meilleurs en suggestion et puis en plus réduire nos coûts. Donc c'est beaucoup, mais le chemin encore est encore long. Donc il y a toute la donnée tierce, tout ce dont tu parlais tout à l'heure. Ensuite, la dernière valeur de produit de Clark, et ça c'est aussi grâce à notre jeunesse et notre agilité, c'est qu'on s'est voulu AI native et AI agnostique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise du 4O, mais on est capable d'utiliser n'importe quel modèle. On est capable d'utiliser du Mistral large, on est capable d'utiliser du code 3.5, et c'est vraiment du switch. On est en open API, c'est-à-dire que notre produit c'est un grand service qui va pouvoir se brancher à n'importe quel modèle d'IA, LLM du marché. Et ça, je pense que c'est clé notamment par rapport aux legacy players, c'est-à-dire qu'on est capable de bouger très vite et de suivre les évolutions du marché. Tu es en plein dedans, tu vois que les IA, ça change tout le temps, on nous présente tout le temps des trucs incroyables de mois en mois. Si on n'a pas une solution, une techno qui est capable de bouger aussi vite que les modèles LLM que nous on considère comme une commodité, demain on n'aura pas la meilleure des commodités. Donc on ne pourra pas apporter à nos clients le meilleur de l'IA. Et vraiment notre promesse, en fait, quand tu regardes ces trois valeurs, elle s'articule très bien parce que ça permet de proposer le meilleur de l'IA grâce à ce côté AI native. Très facilement et très rapidement grâce au côté plug and play, donc tu peux tester tout de suite, et en plus avec un ROI garanti de manière rentable. Donc ça c'est vraiment la promesse globale qu'on a pour nos clients, et c'est ça qui nous différencie vraiment de tous nos acteurs qui ont parfois une seule de nos trois valeurs, parfois deux, mais jamais les trois. Ok. Justement sur ce business model, moi j'apprécie beaucoup ce business model. Je trouve que c'est un business model d'avenir par rapport à ce qu'on pouvait voir avant sur, par exemple, payer par utilisateur. Ce qui est assez classique pour un SaaS ou pour une solution. C'est aussi le choix stratégique de beaucoup d'autres entreprises. Là, tu parlais d'Intercom. Je sais que Salesforce propose aussi, sur leur agent IA, support client, de payer par ticket. Je crois que c'est $2. Alors, c'est encore au début, mais c'est quand même assez rassurant, en effet, pour ce que tu as dit, pour un directeur client. Je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. C'est chouette, c'est vrai que Salesforce a annoncé qu'ils allaient passer à l'usage, au succès, parce qu'ils étaient encore à l'usage. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Tu vois, si tu penses à l'IA comme une commodité, comme quelque chose que tout le monde peut utiliser, à un moment, si c'est un peu comme l'électricité, tu vas pas payer de l'électricité qui allume pas ta lampe. Donc tu vois, il faut que ça marche. En fait, tu vas pas prendre un abonnement de l'électricité. Oui, si c'est quelque chose qui n'arrive pas chez toi, qui t'allume rien, ça va pas marcher. Donc je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Pour ces acteurs, legacy players, ça va être compliqué parce que on parle de dette technique, mais c'est aussi la dette organisationnelle et la dette de business model. C'est-à-dire que leur business model, c'est au siège. L'IA va baisser le nombre de sièges. Si en plus ils mettent à facturer au succès, ça va être compliqué. Enfin, comment ils vont retrouver leur modèle économique, leur rentabilité qu'ils ont historiquement, ça va être vraiment une souffrance aussi pour eux, tu vois, à gérer, quoi. Maintenant, si
y a pas mal d'entreprises, que ce soit, donc là tu parlais de personnes qui ont des volumes plutôt importants, mais parfois je sais qu'il y avait une entreprise avec qui j'ai pu échanger, moins de 10 salariés, qui a des tickets, bon, là c'est des appels entrants, mais ça peut être sinon par mail, un volume quand même assez important, qui peuvent partir sur des solutions parfois un peu maison. Il y a pas mal de chatbots, IA, VoiceFlow, BotPress, pour ceux qui connaissent, qui permettent de faire des choses, de bricoler un petit peu, enfin même plus que bricoler. C'est quoi le conseil ou le retour d'expérience que tu peux partager sur des personnes? Et je donne un autre exemple encore. C'est vrai que je crois qu'il y a Le Bon Coin a décidé de développer une solution en interne. C'est un choix assez fort d'internaliser, que ça soit une grosse entreprise qui a beaucoup de volume ou une petite structure. Comment tu perçois le fait de faire soi-même faire sa propre solution? Moi, je trouve que déjà, c'est une très bonne idée parce que ce que je te disais, le meilleur choix à faire avec l'IA dans le service client, c'est de commencer. Donc, c'est déjà une très bonne approche. En plus, nous, les prospects qui ont commencé à utiliser, à jouer avec de l'IA, avec des outils d'IA, en fait, c'est avec eux avec lequel ça se passe le mieux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une maturité, ils savent ce qu'ils veulent, ils fantasment un peu moins, donc ça marche très bien. Donc moi, j'incite tout le temps les gens à essayer, à creuser, parce qu'ils vont apprendre, ils vont découvrir des choses. Moi, mon instinct là-dessus, c'est que ce qui est sûr, c'est que là où ils vont être meilleurs qu'un Clark, ça va être sur le next best action, par exemple. Parce que eux, ils ont leur système, ils savent comment leurs API sont construites, ils savent dans quel cas je vais pouvoir déclencher une telle action. Donc, du coup, si c'est des métiers très back-office, donc on appelle ça un centre de contact, où tu vas prendre un document, tu vas remplir des champs, tu vas faire du renseignement, ou tu vas faire du back-office, tu vas faire des actions back-office. Dans ce cas-là, ça semble très, très malin et peut-être peu risqué, parce qu'on pourrait pré-mâcher des actions. Côté chat et côté FAQ, côté tout les outils dont tu parles, c'est pareil aussi. Je pense que c'est des bonnes façons d'essayer. Moi, ce que je vois, c'est que c'est assez lourd à paramétrer. Mais ça demande quand même du temps pour avoir quelque chose de solide et fiable. Exactement. Et après, ce qui est aussi très compliqué, c'est le test. C'est de tester, de mettre en prod. Et en fait, nous, on voit un pattern qui est assez compliqué, qui est assez curieux, mais qui est aussi assez humain, c'est que les pires testeurs, c'est nous. C'est-à-dire que quand on va tester, on va simuler un consommateur et on va poser ces questions-là d'un consommateur, et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à se mettre dans la peau d'un vrai consommateur, même si on en a vu des centaines et des centaines avant. Et en fait, le mieux, c'est peut-être de tester un petit peu et du coup de monitorer le jour où on lance en prod. Mais sur des tout petits flux, tu vois, et sur des trucs où tu n'as pas de risque, tu vois, pas rembourser et tout, parce que sinon on pourrait refaire des trucs comme, je crois que c'est Canada Air qui a dû rembourser parce que le robot a dit qu'ils allaient rembourser un billet d'avion. Mais du coup, tu vas commencer à paramétrer ton outil, le mettre en prod, l'essayer, commencer petit à petit, et pareil, encore itérer et regarder un peu la charge de travail que ça t'a apporté de lancer cet outil-là par rapport au gain que tu as eu derrière. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder tout le temps, parce que sinon tu peux... En fait, c'est assez magique, c'est un puits sans fond, donc tu peux passer beaucoup de temps à t'amuser, à créer quelque chose de marrant. Et en fait, l'impact, il sera assez faible parce que tu es sur un edge case, ou parce que tu ne l'as pas bien paramétré, ou parce que tu ne l'as pas exposé au bon endroit, au bon moment. Donc, tu as toutes ces choses-là sur lesquelles il faut être vigilant et investir du temps. Tu vois. Et vraiment, toujours regarder un peu le ROI de ton temps aussi, parce que toi, en tant que chef de projet, ton temps, il n'est pas infini. Et de regarder, est-ce que le temps que j'ai investi rapporte assez en fait, en termes d'expérience, ça peut être de la satisfaction ou de productivité. Ouais, ok. Donc, ton retour d'expérience, c'est attention, parce que ça prend du temps. Et qu'après, il faut aussi mobiliser du temps sur la durée. Exactement. Pour itérer, pour continuer d'aller loin, et que sinon, quand il n'y a pas beaucoup de tickets, ça peut peut-être être intéressant si c'est limité, mais s'il y a pas mal de tickets, l'objectif, c'est quand même de gagner beaucoup de temps par rapport à avant. Exactement. Et après, tu as le sujet de la maintenance, tu vois, parce que en fait, toi, tes process vont évoluer. Toute vie d'une boîte fait que tes process évoluent, donc tes réponses vont évoluer. Comment tu maintiens ça ? C'est une très bonne question aussi à te poser, parce que tu peux l'instant T, allez, vas-y, j'y vais, je me motive, je fais ça là en 3 jours, je lance. Et en fait, la vie de ton entreprise fait que toutes les semaines, il faut que tu y ailles déjà pour monitorer, pour t'assurer que tu n'es pas en train de dire n'importe quoi. Et en fait, attachant un process, attends, il faut que je prévienne mon bot ou mon IA derrière. Donc ça, c'est un temps à bien considérer, à bien appréhender. Et ensuite, tu as tout ce qui est les risques de lien, tout ce qui est hallucination. Bien comprendre dans quel cadre ton bot peut halluciner, pas halluciner. Comment la solution que tu es en train de prendre cadre ça. Est-ce que c'est vraiment un truc à vase clos ? Est-ce que ça va être sur un modèle large où ça prend plein de données qui sont ailleurs que les tiennes ? Donc ça, c'est aussi le deuxième truc que je regarderais bien
en amont de me lancer, tu vois. Ok. Je fais une petite digression parce que ça m'a fait penser à un truc quand tu parlais le message d'erreur de la compagnie aérienne. Est-ce que vous travaillez sur justement empêcher, on peut un peu parler de prompt hacking, prompt injection, donc le fait qu'un utilisateur un peu malveillant va modifier un petit peu du coup le comportement initial du modèle, changer donc les instructions qu'il devait suivre pour atteindre un but qui peut être qui pourrait être un petit peu anecdotique, un remboursement d'une commande, ou après, même plus loin, des données d'utilisateurs ou des informations plus sensibles. Comment est-ce que c'est des cas que vous avez déjà eus? Alors, est-ce que c'est des choses aussi que vous anticipez? Comment contrer ça un peu? Alors, tu vois, après en sécurité, il faut jamais dire ça va jamais arriver parce que c'est le pire moment, le pire moyen de se faire avoir. Mais en tout cas, la sécurité et le RGPD, nous, c'est quelque chose qui a été très central. Chez nous, on fait du service client. Donc, service client dit apporter des réponses personnalisées. Si tu apportes des réponses personnalisées, tu es obligé d'avoir des données personnalisées. Et donc, du coup, on manipule beaucoup de données personnelles. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces données personnelles? On a vraiment regardé les principes du RGPD pour faire en sorte de les utiliser le moins possible et le moins profondément possible. Typiquement, les données personnelles chez Clark, elles sont jamais envoyées au modèle d'IA. Okay. Du coup, on pseudonymise tout avant. On parle au modèle d'IA en remplaçant Louis, par exemple, par crochet, prénom. Et en fait, prénom, quand la suggestion revient de modèle LLM, on va remplacer Louis parce que nous, on a stocké Louis en Europe proprement, de façon sécurisée. Donc, on sécurise beaucoup et on fait attention, tu vois, on rentre dans un processus de certification SOC 2. Enfin bref, on a vraiment pris la sécurité à cœur parce que justement, on a peur de toutes ces failles. On préfère prévenir que guérir. Et après, côté sécurité, côté prompt hacking, côté je dis n'importe quoi, des hallucinations, nous, on l'a vraiment drivé par la connaissance, encore une fois. Tu vois. On s'est dit, en fait, les LLM ont du mal à ne pas répondre. Moi, je compare ça souvent à un collégien ou un lycéen en contrôle. Il y a une question, il ne sait pas répondre, il va tenter. On ne sait jamais, on peut peut-être choper un point là-dessus. Il va tenter. Et en fait, les LLM, c'est un peu pareil. C'est assez d'ailleurs flippant comme quoi parfois ça se compte pas mal les humains. Ils vont tenter quoi. Ouais. Et du coup, ils vont inventer un process. Et le truc qui est grave, c'est qu'ils tentent un process qui ressemble vraiment à un process existant. C'est comme vraiment le lycéen, il va tenter de répondre, il va répondre un truc plausible. Et là, pareil, il va répondre un truc plausible. Et là, c'est hyper dangereux parce qu'on risque d'envoyer une réponse plausible à un client. Par exemple, là, j'avais un process de retour d'une ceinture où le client demandait est-ce que je peux le rentrer au magasin, j'ai pas le bon. En fait, c'est un process qui est pas possible. Mais sauf que nous, on savait pas. Et le LLM commençait à répondre oui, aucun problème, va dans la boutique de ton quartier. Mais en fait, il serait allé dans la boutique de son quartier, on lui aurait dit non, ça aurait été catastrophique, pas mauvaise expérience. Et du coup, pour contrer ça, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait contrer. On n'allait pas envoyer la demande en fait. On va gérer par la connaissance et dire en fait j'ai pas de connaissance, je n'y vais pas. Et du coup je n'y vais pas, je demande même pas en fait. Donc c'est comme si je reprends l'allégorie du contrôle, c'est comme si la question le lycéen la voyait pas, donc il peut pas répondre. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on gère et c'est comme ça qu'on évite de proposer des remboursements, toutes ces choses là parce que en fait c'est pas dans la connaissance qu'on apporte à notre machine. Ok. Ça c'est vrai que c'est un point qui est aussi très frustrant. Quand l'IA ne sait pas, elle va quand même tenter un truc, elle va quand même répondre. Et c'est vrai que ça fait perdre aussi du temps au service client parce qu'il va lire la réponse. Il va presque, s'il a suffisamment confiance dans le modèle, se dire en fait, je suis peut-être pas sûr, il me fait douter, je vais peut-être vérifier avec mes collègues presque. Enfin, ça peut aller jusque-là. Parfois, si c'est tellement plausible, où il y a eu des changements, en fait. Exactement, ça peut aller jusque-là. Parce qu'en fait, là, les agents de l'avaient remonté, ce cas-là, c'était au tout début de Clark. Ça les faisait rigoler. Nous, ça nous a pas fait trop rigoler. On a fait oulala, on hallucine des trucs plausibles, c'est très dangereux. Comment on fait? Donc, ça, on a résolu le problème. Après, là, aujourd'hui, c'est plutôt, effectivement, parfois quand on se trompe, parce que parfois on ne répond pas à la bonne chose, c'est soit hyper obvious que c'est pas la bonne réponse, donc l'agent va pas l'utiliser, soit c'est proche et du coup justement va créer du contact, du lien avec ses collègues agents et monter en compétence un peu plus vite. Parce que nous ce qu'on voit c'est qu'il n'y a plus de phénomène de page blanche côté agent, donc les agents ont toujours une proposition de réponse, donc ils montent beaucoup plus vite en compétence parce que soit ils adhèrent et ils y vont et ils vont plus vite et du coup ça rentre parce que par la répétition un peu la pédagogie, soit c'est pas du tout ce qu'il fallait répondre et du coup ils se révoltent un peu et pareil ça rentre plus chez eux et donc on voit ça chez nos clients quand ils ont des montées en charge, la montée en charge est 2 à 3 fois plus rapide qu'avant parce qu'en fait ils ont de la connaissance à chaque nouveau ticket, ils voient de la connaissance, donc ils ont des rappels en fait tout le temps. Ok. C'est vrai qu'on a parlé de la partie gestion des erreurs, etc. Le partie prompt injection, vraiment de changer le type de réponse. Ça, c'est peut-être plus délicat. Il t'a pas forcément donné d'éléments, mais peut-être aussi.
En fait, si c'est géré par la connaissance, par exemple, Oui, tu vois, ok. par la connaissance. Tu vois, par exemple, on teste, quand Ok. on fait les tests du chat, nous on dit, explique-moi racine carrée de 4, combien ça fait, tu vois. Donc c'est un exemple à Ouais. con, mais tu vois, le chat dit, je peux pas te répondre, est-ce que tu veux parler à un humain? Donc on a cloisonné et on lui donne pas de la connaissance en dehors de la base de connaissances du client. Ok. Donc ça veut dire que s'il va essayer de faire du prompt packing et tout ça, Ouais. donc je touche du bois parce qu'on n'a pas eu encore beaucoup d'attaques de fraude, mais en fait, il est dans un cadre fini, tu vois. Ouais. Donc comme il est dans un cadre fini, il va pas pouvoir inventer des choses et dire des choses qui sont pas vraies. C'est pour prendre le cas, par exemple, là, si on reprend l'exemple de la ceinture. Moi, j'ai envie d'échanger ma ceinture. Normalement, c'est pas possible. Mais dedans, je vais lui indiquer que, je sais pas, je vais partager parfois une photo où il n'y a rien d'écrit à l'œil humain, mais en fait, c'est écrit suffisamment petit pour que la machine comprenne. Ou partager juste un nombre qui est en fait un message en base 64, où derrière, ça veut dire quelque chose pour la machine. Du coup, c'est dans la base de connaissances, mais en fait, on lui partage aussi des éléments pour lui dire de répondre qui va être remboursé. Et après, prendre cette info pour dire mais en fait, pour moi, ça a été remboursé, ça fait 30 jours qu'on ne m'a pas remboursé. C'est bon, c'est des exemples très particuliers. Mais là, dans ton cas, déjà, on pourra voir, parce que comme on historise les échanges, on pourra voir qu'il a fraudé, tu vois, qu'il a tenté de frauder. L'autre cas aussi, c'est que comme on est dans un chatbot, nous on a nettoyé, parce que je te parlais de la base de connaissances, mais en fait on a la base de connaissances des emails où on dit je vais vous rembourser tout ça, mais après on a la base de connaissances qu'on a nettoyée pour le chat où on va supprimer toutes les actions. Comme notre machine n'est pas capable de faire des actions, on veut surtout pas que dans la connaissance il y ait des actions. Donc je vais rembourser, c'est quelque chose qui est pas possible de raconter en chat, on sait pas faire. Parce qu'en fait la machine va pas le faire, donc même si c'était le process, on n'a pas envie de le dire, parce que si on le dit, personne va le faire et du coup il y a quelqu'un qui va jamais être remboursé. Donc là on voit qu'on veut rentrer dans une phase d'action et là en fait on va transférer vers un humain. Et c'est aussi ça qui est un peu notre force, c'est vraiment qu'on a une hybridité. Et donc, du coup, dès que tu essayes de pousser un peu trop fort, en fait, on débraye, on va sur un humain. Ouais. Et l'humain pourra se faire aussi frauder, mais au moins, on débraye et du coup, on est un peu ceinture et bretelle. Ok. Déjà, merci, c'était super intéressant tout ce que tu nous as partagé. Un retour d'expérience concret, terrain, des chiffres aussi, donc très agréable. Pour conclure un petit peu sur cet échange, sur le futur du service client, toi, ta prédiction dans les 5 prochaines années sur ce secteur, ça serait quoi? Moi, je vais revenir un peu à ce que je te disais en début de podcast. C'est que je suis persuadé que l'IA là, va être une vraie révolution. Elle va transformer vraiment en profondeur le service client. Le service client, on l'a vu vraiment comme quelque chose de productiviste. Vraiment, c'est du contact. Il faut gérer ça vite, à moindre coût. Et en fait, en service client, et moi, dans mes expériences de service client d'avant, on était obnubilé par comment je réduis les contacts et comment je réduis les coûts et comment, en fait, je parle le moins possible à mes clients. Et de l'autre côté, on voit les copains du marketing qui, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent parler, ils veulent engager les clients. Et on se dit, mais en fait, c'est quand même, on est assis au codir en même temps, en même place, on est à côté. Et en fait, on fait vraiment l'opposé. Ouais. Et en fait, je pense que les services clients, dans le passé, sont fait engloutir par des demandes répétitives qui n'étaient pas gérées par les produits propres. Par exemple, où en est mon colis? J'en reviens tout le temps sur ce truc-là, mais en fait, c'est simple. Où en est mon colis maintenant? Maintenant, on a des trackers, on peut savoir, c'est une question qui doit être simple. En fait, toutes ces questions un peu simples où les consommateurs n'ont plus besoin de parler, elles vont être traitées par la machine. Et je pense que demain, on peut espérer que le service client et le service marketing fusionnent un peu ensemble et créent vraiment de l'engagement et créent vraiment une relation de confiance à la Darty ou l'expérience du vendeur chez Leroy Merlin, que moi j'adore. On pourra recréer du lien, aider les clients, les solutionner, les faire revenir en fait après chez nous et même proposer du service et de l'upsell. Donc il y a vraiment quelque chose où je pense que on parle souvent de centre de profit à centre de coût. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va arriver, surtout si on arrive à fusionner ces deux services où on va dire en fait je veux engager mes clients pour créer une image de marque, une réputation de marque, du service et apporter en fait quelque chose de la valeur à mes clients pour qu'ils reviennent et du coup ils me rapportent de la valeur. Donc c'est sur ça que je vais conclure, je pense. Ok, non, hyper intéressant. Merci beaucoup pour l'échange. Avec plaisir pour l'invitation. Merci, à plus. Salut Louis. Ciao.